Révolution digitale, épisode 54. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée toutes les semaines et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Stitcher ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Rencontre aujourd'hui à New York avec un entrepreneur artisan du marketing et référence de l'ère du digital. Fondateur de la Mercatique, il conseille les grandes marques du luxe et de la beauté dans leur transformation digitale. Intervenant et formateur, il revient aux fondamentaux d'un marketing qui a tendance à se complexifier. Il a ainsi été classé par SlideShare parmi les top influenceurs en matière d'éducation. Il est également l'auteur et la voix du célèbre podcast Vlan, le premier podcast marketing en français et sans bullshit. Et il vient de cofonder Plink, un studio de production de podcasts dédié aux marques. Tribu Digital, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory Pouy, alias Greg from Paris. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, je suis obligé de vous poser la question de départ de notre podcast qui est: est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer ? Je sais pas si je vais vous inspirer, mais j'espère. J'en suis sûr. Génial. Alors, Grégory, je viens de donner vraiment un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Alors, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu peut-être de votre vie personnelle ou, j'ai envie de dire, peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose qu'on ne sait pas sur vous? Alors, je sais pas on sait pas sur moi, mais moi, ça fait 13 ans que j'ai un blog, donc je partage énormément en ligne depuis longtemps, donc les gens qui me suivent connaissent beaucoup de choses de ma vie. Néanmoins, l'anecdote, et je pense que la partie la plus intéressante, c'est que je viens d'un milieu qui est assez modeste, et du coup, j'ai grandi via le travail. Je me suis complètement émancipé via le travail, et c'est une énorme facette de ma personnalité. Le travail, sachant que j'adore ce que je fais, donc en fait c'est même pas, ça n'a jamais été douloureux parce que je suis extrêmement curieux. Et pour moi la curiosité fait toute la différence, souvent dans les personnes qu'on rencontre d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs justement, on vous parlera un peu plus en détail de votre parcours et de ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat et à tous les projets dans lesquels vous êtes maintenant. Vous êtes aussi un grand voyageur, hein. Vous habitez où pour le moment? Vous êtes à New York? Alors là, en ce moment, je suis à Paris, voilà. Mais dans une semaine, je serai au Portugal, la semaine d'après en Chine. Wow. Donc je voyage un peu. Oui, et vous emmenez votre bureau sur le dos, presque comme un escargot, comme tous ces nomades digitaux. Exactement. Je suis pas exactement un nomade digital, je pourrais pas dire ça, mais effectivement, j'ai quasiment systématiquement mon ordinateur, mon téléphone avec moi. Et c'est vrai qu'Internet aujourd'hui permet de travailler à distance, en tout cas sur des métiers comme les miens, qui sont principalement liés à la réflexion, on va dire. J'ai pas forcément besoin d'être en interaction avec des personnes, ou même l'interaction avec des personnes peut se faire à distance à travers Skype ou autre outil. Donc c'est vrai qu'on peut aujourd'hui se permettre d'être à distance. C'est ce qui a vraiment modifié, c'est ce qui a modifié le digital aussi dans le travail, je crois. C'est vrai que le digital a une grosse influence et bon, on parle de nomades digitaux, c'est aussi un peu le terme à la mode et un peu peut-être aussi un mode de vie qui fait rêver. Et justement, parlons un peu de vos projets. Bon, il y a Vlan, il y a Plink, il y a peut-être d'autres projets. Oui. En fait, en ce moment, je suis rentré sur un projet de blockchain qui s'appelle Ariani.
qui est un projet de blockchain dans le luxe, et ça va être annoncé bientôt. Et en fait, l'idée, c'est de permettre, c'est de la traçabilité post-achat globalement. Donc en fait, ça va permettre aux personnes de savoir quand elles achètent une montre ou un produit de luxe d'occasion, si c'est un vrai produit, s'il a été volé, pas volé, s'il a été bien entretenu, etc., etc. Donc, et pour les marques, ça va permettre pas mal de choses, et entre autres de pouvoir discuter avec la personne qui possède le produit et pas nécessairement celui qui l'a acheté, ce qui est une problématique assez importante pour les marques de luxe en réalité, parce que souvent, en particulier en Asie, c'est pas toujours le client final qui achète le produit. Donc voilà, c'est assez excitant d'être sur cette nouvelle technologie, dans cette nouvelle communauté, parce que la blockchain, c'est une communauté qui n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes réseaux dont on a avec lesquels j'ai l'habitude de traiter. Moi, je suis souvent sur Instagram, Twitter, Facebook, SlideShare, LinkedIn. Là, on est plus sur Discord et sur d'autres réseaux. Donc, c'est vraiment très différent. Wow, bah oui, et le blockchain, c'est quand même c'est vraiment une technologie toute nouvelle. C'est un peu, on en parle partout. Wow, et merci pour cette information toute fraîche alors. Oui, exclusive. Bah ouais, bravo, merci d'avoir pensé à nous pour diffuser ça. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu alors? Ben voilà, on parle beaucoup de blockchain et peut-être qu'il y en a parmi la tribu qui savent. Ouais, c'est quoi la blockchain et pourquoi c'est une révolution? Ouais, en fait, c'est assez simple à expliquer. Je pense que ça sert à rien de rentrer dans la technique parce que la technique, elle est complexe et c'est pas forcément très intéressant. On va dire que ce qu'on appelle le digital aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est la digitalisation de la communication, c'est-à-dire la capacité qu'on a d'envoyer une information d'un point A à un point B via Internet. Donc ça a permis l'e-commerce, ça a permis les emails, ça a permis les réseaux sociaux, ça a permis tout ce qu'on connaît du digital aujourd'hui en réalité. Et la blockchain, c'est la digitalisation de la confiance. Donc en fait, c'est un autre pan. C'est juste que c'est très différent et c'est on en a vraiment besoin aujourd'hui, je crois. Alors d'abord pour des questions de vie privée, c'est-à-dire que comme l'information est décentralisée, on peut beaucoup et que les personnes ont accès à leurs data. Et ben du coup, l'information est beaucoup plus privatisée, mais surtout la confiance, le manque de confiance, on va dire, il est partout. C'est-à-dire, dans le cas que j'ai exposé avec Ariani, mais aussi, admettons, vous voulez embaucher quelqu'un, vous voulez connaître ses diplômes, son expérience. Vous pouvez toujours aller sur son LinkedIn, il peut toujours venir avec des diplômes papier, mais en fait, vous n'êtes jamais vraiment très sûr que ce soit des vrais. Et d'ailleurs, je parlais avec une directrice RH d'une très grande entreprise qui me disait que 30% des CV étaient faux, il y avait des mensonges dedans. Donc, typiquement, là, on pourra vérifier si ça rentre dans la blockchain, que le diplôme a bien été remis par l'université, que les expériences ont bien été faites, que les recommandations sont bien les bonnes, etc., etc. Mais on peut aussi imaginer, quand vous allez au restaurant, simplement, si vous voulez savoir quelle est la provenance de votre viande, vous allez pouvoir savoir précisément d'où vient votre viande, comment elle a été nourrie, etc., etc. Et en fait, on peut l'étendre à l'infini, c'est-à-dire qu'en fait, la confiance, elle est partout et elle est nulle part. Donc en fait, l'idée, c'est un autre pan total de digital. Donc en fait, ça sert à rien d'essayer de l'exposer par rapport à ce qu'on connaît du digital aujourd'hui, parce que c'est juste une autre dimension finalement. Oui. que va permettre la blockchain. Ouais, une dimension qui va muter, qui va changer. Je pense qu'on peut même pas encore imaginer tous les débouchés que. C'est très difficile. Ouais. Exactement. C'est comme si on était dans le web en 98. On n'aurait jamais imaginé Facebook, on n'aurait jamais imaginé l'e-commerce. C'est très compliqué d'envisager toutes les voies par lesquelles que la blockchain va développer. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est une technologie révolutionnaire qui va modifier nos vies à tous au quotidien. Oh là là, j'adorerais parler pendant des heures de ce sujet. On devrait presque faire un épisode juste pour ça. Et je pense d'ailleurs que sur votre podcast, vous avez un épisode où vous parlez un peu de la blockchain. Je sais plus c'est quel numéro. Avec Frédéric Montagnon. Alors je connais pas le numéro non plus, mais avec Frédéric Montagnon, on parle de la blockchain, qui est finalement une forme d'introduction à la blockchain. Et effectivement, c'est un sujet important. Je pense que j'aurais tendance à y revenir parce que il y a tellement de voies envisagées. En particulier, je souhaite faire un épisode avec sur le social good et donc sur comment la blockchain va pouvoir modifier la vie des réfugiés, entre autres. Wow. Eh ben, on mettra en tout cas la référence de l'épisode sur votre page dédiée sur Révolution Digitale. Et puis, bravo, projet très ambitieux. On va suivre ça de près. Est-ce qu'il y a un site web déjà ou un endroit où on peut trouver de l'information? On peut trouver sur Ariani, donc c'est arian2e.org. Ariani.org.
Ariani avec 2e.org. Voilà. Super, c'est bien noté, on mettra aussi la référence. Voilà. Eh ben, on va garder ça un peu à l'esprit. Et est-ce que vous pouvez peut-être aussi nous donner un peu d'informations sur votre projet Plink et aussi sur votre podcast peut-être? Alors en fait l'idée, j'ai commencé par le podcast parce que je vais faire de manière très pas historique mais dans le temps. On va dire que donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai un podcast j'ai un blog depuis 13 ans et en fait je me rendais compte que les gens lisaient de moins en moins néanmoins. Donc je me suis posé la question de savoir quelle typologie de contenu je pouvais faire pour que les gens continuent à consommer, parce que je crois pas que ce soit la problématique de vouloir consommer du contenu que j'espère de qualité, mais plus le temps qu'on a pour le consommer. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que le contenu vidéo ou texte dans mon cas, puisque c'était un blog, il me demande 100% d'attention. Et en fait, 100% d'attention, c'est assez rare, et finalement, on en a assez peu. Et surtout, étant donné qu'on est submergé de contenu, on a du mal à savoir ou à permettre de donner du contenu partout. Donc en fait, on snack du contenu. Et en fait, le contenu audio, ça va chercher une attention qui est différente, qui est une attention partagée. Donc quand on fait du sport, quand on marche, quand on conduit, quand on fait la cuisine, enfin peu importe. Et du coup, cette attention partagée, elle est totalement disponible. Il n'y a pas grand-chose, en particulier en français. Et c'est pour ça que je me suis attaqué au podcast, moi pour moi avec Volant. Et ensuite, comme mon métier, c'est quand même d'accompagner des marques dans leur stratégie, c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, ça fait quand même énormément de sens aussi pour les marques. C'est un peu comme la grosse vague de blogs qu'on a eu en 2005 à l'époque, où les marques se sont lancées dans les blogs. Pour moi, c'est une nouvelle opportunité pour les marques de récupérer de l'attention disponible. Et il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire pas en faisant de l'infomercial ou de la publicité. C'est vraiment pas l'idée. Et donc, c'est comme ça qu'est né Plink, sachant que Plink, je l'ai créé avec Pierre-Henri Samion. Et Pierre-Henri, c'était un ancien client à moi. Et c'est quelqu'un qui a ouvert le premier studio d'enregistrement pour les marques il y a une trentaine d'années. Donc, c'était le premier à faire des pubs radio. C'est forcément un énorme expert du son. Il a une connaissance infinie sur le son. Il a des studios d'enregistrement, donc ce qui est effectivement pratique. Oui. Il est connecté à tous les ingénieurs du son, etc., etc. Donc, c'est très sympa comme projet. Oui, et d'ailleurs, Tribu Digital, je vous invite en tout cas à aller découvrir le podcast Vlan, en tout cas les derniers épisodes, pour juger de l'énorme qualité du podcast de Grégory. Franchement, je suis assez fan. Mais alors, j'avais envie de vous poser comme question ici rapidement. Je sais pas, on voit que vous croyez dans le podcast et dans son impact. Ouais. Et en ce qui concerne votre propre business, quel a été l'impact sur votre business de Vlan, par exemple? Alors, en fait, l'histoire, Vlan, je ne sais pas précisément. Ce qui est certain, c'est que mon business s'est construit sur mon blog et l'image que j'ai construite en ligne. Ce qui est une certitude, c'est que moi, quand j'ai commencé mon blog, j'étais chef de groupe chez Bouygues Telecom, en l'occurrence. Et quand j'ai ouvert mon blog, ça a totalement changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens, j'ai eu un lien avec des personnes d'un niveau extrêmement élevé, assez rapidement. Ça m'a permis de donner des conférences un peu dans le monde entier. Aujourd'hui, je donne des cours à HEC ou à Dauphine ou dans pas mal d'universités. Je discute avec des personnes qui sont incroyables, comme la CDO de L'Oréal ou la DRH de Dior, ou des personnes d'un très haut niveau finalement. Et tout ça s'est créé par mon podcast. Et je me souviens très bien, typiquement la DRH de Dior, qui m'a écrit un jour sur LinkedIn en me disant, voilà, on adore ce que vous faites. Et donc ça, c'était sur Vlan. On se connaît pas, mais on aimerait bien juste discuter. Et en fait, elle voulait pas particulièrement m'embaucher. De toute façon, je cherchais pas particulièrement de travail non plus. Mais c'était plus exploratoire. Voilà, on trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Et ça, en fait, c'est des opportunités qui sont géniales. Je pense que tout le monde y a accès. Simplement, il faut se lancer. Ouais, et Tribu Digital, retenez ça comme peut-être une possibilité pour votre propre business. Tout le monde peut lancer un podcast aujourd'hui, pour autant que vous offrez quelque chose qui est quand même un peu de contenu, qui est quand même un peu d'intérêt. Et ça, je pense qu'il y a d'autres podcasts, d'autres épisodes qui vont plus dans le détail. On pourra mettre peut-être quelques références sur votre page aussi, le moment venu. Et alors, allez, avant de passer vraiment au contenu de notre podcast à nous, qui est votre parcours entrepreneurial, j'avais quand même envie de vous demander un dernier petit, peut-être un conseil rapide à donner à la Tribu Digital, peut-être un petit conseil marketing par exemple, quelque chose de facile à mettre en œuvre pour quelqu'un qui se lance.
En fait, c'est assez facile. Il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a un cours sur la chance, d'ailleurs, qui est disponible sur YouTube, si vous voulez savoir, et vous mettez comment avoir de la chance. Et il y a un cours qui est disponible et qui est génial, qui dure 7 minutes. Et finalement, ce que la personne dit, et c'est évident, c'est qu'on a tous une tonne d'opportunités. Simplement, la grosse différence entre ceux qui ont de la chance et ceux qui en ont pas, c'est que ceux qui ont de la chance, ils saisissent les opportunités. Donc ça, c'est le premier truc, c'est voir les opportunités et les saisir, et ne pas hésiter. Et ne pas trouver de mauvaises excuses. Donc ça, c'est évidemment le premier truc. Et ensuite, c'est le travail. Et le travail, ça veut dire, en particulier si on lance un podcast ou un contenu quel qu'il soit, c'est de la continuité, de la récurrence, et de le faire de manière régulière et sur le long terme. Parce que souvent, les blogs, et j'imagine que pour les podcasts, ça sera la même chose, ça dure 2 ans. Et après, ça s'arrête parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais en fait, il faut pas arrêter, il faut tenir, il faut être très pugnace, et il n'y a pas de secret en fait. Quand on travaille, ça fonctionne. Il faut pas non plus être fermé aux autres. Évidemment, c'est sûr que bon, si on est introverti, c'est un tout petit peu plus compliqué, j'imagine. Mais aller à la rencontre des gens, discuter, réseauter, mais réseauter pas de manière malsaine, mais simplement se connecter avec les gens de votre communauté, et ça fonctionne hyper bien en réalité. Voilà, Tribu Digital, allez voir tout de suite cette vidéo, comment avoir de la chance, apprenez comment saisir toutes ces opportunités. Et j'aime bien aussi l'accent que vous avez mis sur le fait d'être régulier et d'être persistant. On va donc garder ça à l'esprit, puisque maintenant on va explorer votre parcours entrepreneurial, votre aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Alors Grégory, commençons par cette question qu'on appelle l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez vous lancer à votre propre compte, que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Je pense, alors je me suis pas lancé tout de suite, c'est sûr, parce que moi dans mon parcours maintenant, j'ai 18 ans d'expérience, donc ça fait pas 18 ans que je suis entrepreneur, ça fait simplement 6 ans. En fait, au début, moi j'ai suivi la voie. Déjà, c'était une chance inespérée d'avoir fait les études que j'ai fait en sachant d'où je venais, parce que moi les professeurs ont plutôt essayé de me mettre en CAP, et donc j'ai fini en prépa HEC, une école de commerce. Donc déjà, c'était un peu inespéré d'être chef de groupe, chef de produit, etc. Ensuite, il y avait un petit problème de légitimité à lancer ma propre boîte, évidemment. C'est-à-dire que on a tous, et en particulier quand on crée du contenu, le syndrome de l'imposteur. En tout cas, oui, généralement on l'a. Si on n'est pas trop imbu de soi-même, généralement on a le syndrome de l'imposteur. Donc j'ai bien sûr eu le syndrome de l'imposteur pendant pas mal d'années. Et c'est en fait mon entourage qui me disait mais tu devrais te lancer, tu devrais te lancer. Et c'est vrai que dans la dernière agence où j'étais, c'est-à-dire Neuron, qui s'appelle désormais Sapiens Razorfish, où j'ai monté un département médias et social media, j'ai amené énormément de clients à l'agence qui voulaient travailler avec moi parce que le contenu que je développais sur mon blog était intéressant. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais le faire moi-même. Et surtout, ce qui m'a plu dans l'idée de me lancer tout seul, c'était de pouvoir donner des conseils agnostiques aux marques, c'est-à-dire ne pas avoir à vendre quelque chose en particulier. Forcément, quand on est dans une agence, on a tendance à vendre ce que c'est faire l'agence. Et moi, c'était pas forcément la vision que j'avais du conseil. Donc c'est comme ça que je me suis lancé tout simplement. Et c'est vrai que l'État français aide énormément parce que j'ai eu une rupture conventionnelle, donc ça m'a permis de me lancer sans prise de risque en réalité, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est quand même fou qu'on puisse faire ça en France. Moi, je trouve que c'est une chance inespérée. Et du coup, j'ai trouvé des clients très rapidement, ou plutôt des clients m'ont trouvé grâce à mon blog. Et depuis 6 ans, ça n'a jamais arrêté finalement. Ouais, et j'aime bien que pas dans le salariat maintenant. Oui, c'est ça qui est intéressant avec les entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs aiment bien montrer que c'est des montagnes russes, qu'il y a les hauts, qu'il y a beaucoup de bas, mais qu'au final on ne revient pas en arrière. C'est quelque chose d'assez intéressant comme concept. Et j'ai bien aimé aussi le syndrome de l'imposteur, cette référence. Et j'avais envie de vous demander ici, comment est-ce que vous surmontez ça concrètement? Comment est-ce qu'on surmonte ce syndrome de l'imposteur? En fait, il est tout le temps présent, mais plus ou moins. Ouais. Et après, je pense que c'est le retour des tiers qui vous rassure finalement. C'est quand...
Alors même si j'ai ma dose de haters, hein, donc des gens qui me détestent et qui critiquent ce que je fais en ligne, c'est de moins en moins le cas, mais ça a été beaucoup le cas auparavant. En fait, le retour des gens, typiquement comme la DRH de Dior dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est des retours qui sont tellement positifs que vous dites, finalement, je fais, ce que je fais est intéressant. Néanmoins, il y a une chose qui est intéressante, c'est que si vraiment, et moi c'est souvent ce que je donne comme conseil aux gens qui font des conférences et qui n'ont pas l'habitude, c'est que le pire qui puisse vous arriver, et c'est la même chose quand vous publiez en ligne, c'est que les gens vous oublient. En fait, quand vous faites une mauvaise conférence, le pire qui puisse vous arriver, c'est que les gens ne se souviennent pas de vous. Donc en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de risque. Et après, si on publie moi, ce que je m'étais dit, en tout cas, quand j'ai ouvert mon blog, c'était, je vais parler de moi, enfin, même si c'était un blog de marketing, je vais parler de mon point de vue. Et si les gens trouvent que j'ai tort, tant mieux, parce qu'on ne sera pas d'accord et on ne pourra pas bien travailler ensemble. Si les gens trouvent que c'est ridicule, tant pis. Et si les gens trouvent que c'est intéressant, on va se rencontrer. Ça sera une discussion qui va démarrer de manière intéressante. Mais je crois que c'est toujours important pour un auteur de pouvoir juger de ce qu'il y a dans la cervelle de quelqu'un. Et un blog, un podcast, etc., c'est des très bonnes manières de le faire. Ouais, et c'est tellement vrai, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est déjà une chose. Il faut accepter ça aussi. Il faut l'accepter, mais on oublie aussi tous ceux et celles qui sont fans, que l'on sert et qui aiment votre produit, votre service, et c'est quelque chose, on a tendance à se focaliser sur le négatif, ceux qui nous critiquent, et ça touche nos sentiments personnels. Et comme vous dites, et Tribu Digital, retenez ça, le pire n'arrive vraiment jamais. Et si vous devez faire une conférence, dites-vous que si vous la foirez complètement, ce qui n'arrivera pas, on ne s'en souviendra sans doute pas. C'est ça. Le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'on ne se souvienne pas de vous. Voilà, c'est le pire. C'est le pire. Et en parlant de pire, alors ici, Grégory, est-ce que vous pouvez peut-être nous emmener maintenant, en tout cas nous parler de votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a eu un pire moment? Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Alors, je sais pas s'il y a eu des pires moments. Il y a des énormes moments de doute. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire, quand vous prenez des décisions comme le fait d'entrer dans ce projet de blockchain, le pire moment, il y en a eu plusieurs, en fait. La frustration, finalement, quand on analyse les mouvements digitaux, comme c'est mon cas depuis 13 ans, et de ne pas avoir créé de start-up et d'avoir accompagné des gens qui l'ont fait et qui sont devenus très riches en le faisant, même si pour moi, l'argent, c'est pas forcément un moteur, mais enfin, c'est quand même assez frustrant. Et en particulier, il y a une histoire intéressante d'entrepreneur, c'est que j'avais voulu avec un ami faire des box à l'époque, à la grande époque des box, donc au tout début des box, faire une box pour les animaux domestiques, donc pour les chiens et les chats. Et en fait, je m'étais dit, on s'était dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un partenariat comme Royal Canin, par exemple. Et donc on était descendu à Toulouse voir Royal Canin, et Royal Canin qui n'avait pas du tout compris ce qu'on voulait faire. Et on a abandonné. On a abandonné tout de suite. En fait, on s'est dit, si on n'a pas Royal Canin, c'est qu'on peut pas le faire. Et il y a quelqu'un en parallèle qui l'a fait en même temps que nous et qui a vendu sa boîte 400 millions d'euros. Oh non. Donc voilà. Donc c'est pour dire que parfois, et moi typiquement, et je suis loin d'être parfait, hein, mais quand je dis il faut être pugnace, il faut vraiment être pugnace. Et moi, j'en ai fait les frais. Parce que ça aurait pu être un projet vraiment rigolo à faire et du coup j'ai pas eu l'occasion de le faire alors qu'on avait tout en place, on avait l'URL, on avait tout ce qu'il fallait. Oui, c'était une bonne leçon et on ne compte pas les personnes qui ont aussi inventé Google mais qui ne l'ont pas concrétisé, si vous voulez. Bien sûr, oui. Dire. Mais c'est ça, on revient encore à la notion de saisir les opportunités, et je pense que ça a été une leçon aussi pour vous en quelque sorte. Mais bon, c'est pas vous avez eu ce pire moment, c'est un moment qui vous forme. Mais à l'inverse, Grégory, est-ce que vous pouvez nous emmener alors ici dans un de vos meilleurs moments alors en tant qu'entrepreneur? C'est peut-être une épiphanie que vous avez eue, une idée géniale qui vous a poussé peut-être vers plus de succès, plus de clients, ou juste un moment éclairé où vous étiez en mesure de tourner les choses en votre faveur? Je pense que ce qui change, c'est de vous prouver à vous-même que ça marche. Et un des cas les plus intéressants, je pense que c'était en 2006-2007, quand mon ancien boss et ami Emmanuel Vivier, donc c'est Emmanuel, c'est lui qui m'a fait me mettre au podcast. À l'époque, on était à l'école ensemble. Entre-temps, il a créé le Hub Institute. Et quand on bossait ensemble, on était chez Vanxen. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai cette formation à faire pendant 2 jours et je peux pas y aller, donc faut que tu y ailles.
Et je sais pas si vous imaginez de faire une formation de 2 jours à des gens sans avoir jamais vu les slides, parce que je les avais pas vus et c'était la veille. Et en fait, il m'a acheté dans le bain sans que je puisse dire non et en même temps sans que je puisse être préparé. Et ça s'est hyper bien passé. Et je pense que ça a été pour moi une preuve que je pouvais le faire. Et depuis, effectivement, je le fais de manière très, très régulière et j'ai plus peur. J'ai même fait une fois, je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était une conférence et il y a un des speakers qui a pas pu venir, il a eu un accident de voiture, je sais plus exactement quel était le problème. Et j'ai présenté ces slides que j'avais jamais vus devant les personnes qui étaient là pour l'écouter. Et donc, j'ai présenté des slides que j'avais jamais vus. Vraiment, je les ai fait slide by slide en les découvrant moi-même en même temps que je les présentais, quoi. Donc, donc tout est complètement envisageable et quand vous maîtrisez votre sujet à peu près, vous pouvez, ça vous donne des ailes en fait. Ben oui, et c'est ça. Et souvent, on fait face à des obstacles, et puis on se retrouve avec cette peur qui nous fige. Et c'est souvent quand on affronte cette peur finalement qu'on découvre tout le potentiel qu'il y a en nous, que c'était pas si grave que ça. On en revient à la notion du pire dont on discutait précédemment. Et c'est vraiment là qu'on a ces moments d'illumination, c'est des opportunités qui se présentent. Donc surmonter ces peurs, surmonter ces obstacles, souvent est une clé pour plus de succès. Alors Grégory, si vous pouviez résumer ou les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience jusqu'à présent, quelles seraient-elles? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Je pense que c'est ce dont j'ai déjà parlé. D'abord, tout est possible. Que moi, on envisageait de me mettre en CAP, qu'il n'y ait personne dans ma famille qui a atteint le bac. Je veux dire, mon frère, il est chauffeur de bus à la RATP, etc. Ce qui est pas du tout une critique, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement de classer par réussite sociale, parce que pour moi, c'est pas forcément un but en soi aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout est possible. Que la seule chose qui vous retient, c'est vos peurs. Ensuite, cette histoire d'opportunité à saisir, c'est vraiment un état d'esprit à prendre et qui est extrêmement important. Une autre chose qui est intéressante, et typiquement la blockchain, ça en fait partie, c'est que moi, du coup, ce que j'ai appris et ce que j'ai appris à aimer, c'est me mettre en danger, c'est-à-dire à sortir de ma zone de confort. Alors, on l'utilise beaucoup, on dit toujours, mais sors de cette zone de confort. Mais c'est vrai que typiquement, moi, la blockchain, j'y connais rien, pas grand-chose, et c'est pour ça que j'adore y être. C'est parce que je sais que ça va être un changement et j'aime bien me mettre en position de danger, parce que c'est la seule manière d'avancer, en fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous vous mettez en danger, vous avez une sorte d'instinct de survie. Alors, je suis pas en train de mourir, je suis pas au milieu de la forêt, mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous mettez en danger, donc vous avez un instinct de survie, donc vous vous forcez à apprendre, un petit peu comme si vous aviez un examen le lendemain, si vous vous rappelez vos années d'études, et que vous bûchez comme un malade. C'est la même chose, et finalement, ça marche. Ce qui est génial, c'est que ça fonctionne. Donc, ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, mais plutôt l'embrasser, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir in fine. Voilà, tribu digitale, tout est possible, et c'est vraiment si vous sortez de votre zone de confort, et comme Grégory le dit, c'est comme les examens, mais en mieux. On va pas rappeler des mauvais souvenirs à notre audience, mais ok, super. Merci beaucoup pour ça, Grégory. On est arrivé à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que, vous êtes prêts alors? Oui, toujours. C'est parti. Quelle est votre définition du succès? Ma définition du succès, c'est sans doute d'être heureux. Ça veut dire de placer ce qu'on aime faire avant les biens matériels et avant tout ça. Et donc, sans doute, pour moi en tout cas, la famille et les gens que j'aime. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Pratique, je sais pas, mais Sapiens pour l'ouverture d'esprit sur un nombre de sujets incalculables. Quels outils ou applis, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Twitter, les mails, rien de transcendantal. Slack, évidemment, quand je travaille avec d'autres personnes. Mais je suis quelqu'un qui utilise énormément le papier. Le papier, ça reste une des technologies les plus usitées, même s'il faut pas trop en abuser. Il faut tenir compte des forêts. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Vous l'avez dit un peu, la blockchain, mais au-delà de la blockchain, peut-être? En tout cas, après, moi, je suis extrêmement curieux, donc je m'intéresse à beaucoup de choses différentes.
Donc la géopolitique, en ce moment, je regarde beaucoup ce qui se passe en Iran, en Israël, en Italie, en Russie, aux États-Unis. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ça en ce moment. Ouais. Et d'ailleurs, voilà un autre domaine dans lequel on pourrait mettre un peu de blockchain dans le processus d'élection, etc. Sans doute, ouais. Pour nos amis de la tribu qui ont des idées de mise en pratique de la blockchain, après avoir été évidemment vérifié comment ça fonctionne sur Ariani. Ça, c'est une chose. Allez. La dernière question, alors, Grégory, c'est la question back in time. Alors, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous d'un point de vue pratique? Que feriez-vous différemment? Quels conseils ou plans précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Non, effectivement. Non, je pense que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me donnerai les conseils que je suis en train de vous donner aujourd'hui, c'est-à-dire de me dire que tout est possible, de rencontrer un maximum de personnes et de sortir de ma zone de confort, en fait. Ce que j'ai pas fait parce que j'étais pas dans le bon background à l'époque, mais c'est vrai que moi je suis sorti de l'école en 2000. Bon, alors, il y a eu septembre 2001, mais j'aurais aimé dire intéresse-toi aux startups, intéresse-toi à cet univers digital, intéresse-toi à la manière dont le monde est en train de bouger et reste pas sur les bases fixes que la société te vend, c'est-à-dire les grandes sociétés dans lesquelles il faut être. Ne choisis pas le confort du CDI juste parce que tu as peur. Voilà. Tribu Digital, ne soyez pas votre propre obstacle. Je pense que Grégory a parfaitement résumé l'essence même de ce qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Et vous pouvez faire de même. Merci beaucoup Grégory pour tous ces mots de sagesse finalement. Et on arrive à la fin de l'épisode. Donc doublement merci. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Comme d'habitude, je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Et j'espère, et Grégory aussi espère, que son aventure vous inspirera à faire le grand saut. Alors Grégory, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer? Je sais qu'on a déjà résumé pas mal des principes que vous avez mis en avant, mais si vous aviez vraiment un dernier conseil à leur donner, peut-être quelque chose de pratique, qu'est-ce que ce serait? Un élément que j'ai entendu sur le podcast de Seth Godin, qui est un marketeur assez important, c'était plutôt que de choisir un secteur dans lequel il y a énormément de concurrence parce qu'il y a beaucoup de clients disponibles, essayer d'être le seul et unique à proposer une offre particulière. C'est-à-dire, choisissez une verticale sur un sujet qui vous ressemble extrêmement bien et faites-le, en fait. Plutôt que d'essayer de faire un truc où il y a déjà beaucoup de monde, parce qu'il y a tous les clients, par exemple, être graphiste, j'en sais rien, dans la grande consommation, je dis n'importe quoi. Choisissez quelque chose qui est beaucoup plus vertical. C'est graphiste dans la grande consommation avec de la BD. Mais soyez beaucoup plus spécifique dans ce que vous faites pour pouvoir, et qu'in fine la marque à la fin dise j'ai besoin de cette personne-là parce que c'est la seule à faire ce qu'elle fait. Et je pense que ça, c'est aussi une très bonne manière d'envisager l'entrepreneuriat. En tout cas, peut-être ça. Voilà, on revient souvent sur ce concept de niche finalement, et on reviendra dessus dans d'autres épisodes. Merci beaucoup du fond du cœur, Grégory, pour avoir participé et avoir partagé toutes ces informations avec nous. Avant de nous quitter, si vous pouvez alors nous dire comment on peut rester en contact avec vous, et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Alors, c'est assez simple pour rester en contact avec moi, parce que c'est Greg from Paris, après partout, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc tout ça, c'est assez simple de me retrouver. Et l'annonce, non, c'est simplement l'arrivée d'Ariani et mon lancement dans ce projet. Et il devrait y avoir un peu de presse, j'espère, sur le sujet bientôt. Génial. Tribu Digital, vous venez d'entendre Grégory Pouy partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Grégory dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter les pages de Grégory. On a parlé de Ariani, on remettra c'est ariani.org avec 2 E. Allez aussi voir sa page, c'est grégoripouy.com et lamercatique.com. On mettra aussi les références. Suivez-les sur ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous êtes presque sur tous les réseaux sociaux là d'ailleurs. Grégory, voilà, il faut aujourd'hui, surtout qu'on est dans le marketing, mais voilà, mais en tout cas, un grand merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Très bien, parfait. Merci beaucoup.
Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Grégory. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, c'est @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast ou SoundCloud ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!